Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce vendredi matin. Peut-être le dernier webinaire avant un week-end bien mérité pour tous. Alors, ce webinaire, comme vous voyez, il y a pas mal de personnes qui vont participer. Il se situe dans un cycle de webinaires qu'on a commencé à organiser depuis le mois de décembre, avec vraiment cette idée de peut-être de revenir sur des espèces de concepts de base de ce qu'est l'économie circulaire. On s'est rendu compte que dans nos groupes de travail, dans les échanges, c'était souvent très technique. Moi, je me suis fait parfois la réflexion que dans certains domaines, voilà, si on n'avait pas un bac plus 18 en laine de verre pour suivre sur bâtiment, c'était compliqué. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remettre de la clarté et de l'explication autour de grands sujets. Alors, le sujet de la réparabilité, il est évidemment au cœur des débats. C'est assez neuf, hein, cet indice de réparabilité. Il est arrivé cette année pour 5 familles de produits. C'est un indice qui a vocation en plus à évoluer, on se transformait en indice de durabilité en 2024. Et dans les premiers échanges qu'on a pu avoir avec les gens, on s'est rendu compte que c'était assez nouveau et donc pas forcément encore très bien compris. Avec des questions du genre réparable, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je peux réparer moi? Est-ce que ça veut dire que il faut que je fasse appel à un réparateur? Derrière des réparateurs, moi j'en trouve pas. Comment ça se passe? Est-ce que ça va être plus cher de réparer que de changer? Donc en gros, nous vraiment la logique, c'était de se dire comment on arrive à faire que quelque chose qui est réparable, ce qui est une très belle promesse, ça devienne vraiment des produits qui sont réparés. Et pour ça, au-delà de l'indice, il nous a semblé important d'avoir vraiment cet échange avec l'ensemble de la chaîne, tous les acteurs qui travaillent sur ce sujet. Donc pas seulement la construction du produit, même si c'est important, donc au travers des échanges avec Caroline Marcouillou, avec Alain Potreau de Seb, on va pouvoir vraiment avoir cette discussion sur comment on crée un produit déjà qui a le moins besoin d'être réparé, qui est le plus durable, le plus durable possible, mais aussi derrière, comment on fait une fois que c'est cassé. Donc en fait, on avait un peu envie de vous poser toutes les questions que nous on se pose, qu'on nous pose aussi, hein, parce que économie circulaire, c'est un peu comme médecin et avocat. Moi, j'ai régulièrement des questions comme ça. Toi qui es dans l'économie circulaire, tu connaîtrais pas un réparateur en Sud-Seine-et-Marne, donc non. Mais voilà, on va enfin savoir comment on trouve facilement un réparateur en Sud-Seine-et-Marne et ça nous permettra d'apporter des réponses. Donc voilà, vraiment aujourd'hui, c'est cette idée de poser un panorama, donc de montrer déjà tout ce qui existe, qui est peut-être encore trop mal connu, et je pense que c'est nos responsabilités collectives de le faire mieux connaître, et de voir également, parce que bon, pas être payé du Père Noël, hein, tout ce qui peut être amélioré, soutenu, ce que ça nécessite comme évolution politique, comme soutien économique, comme transformation des modèles d'affaires. Et donc voilà, d'avoir cet échange avec vous tous pour voir comment réparable, ça voudra dire à court terme, on l'espère, vraiment réparer. Merci. Je cède la parole à Marline Weber, qui est membre de l'INEC, fidèle salariée, fidèle de l'équipe et qui va être en charge d'animer aujourd'hui ce webinaire. Merci à tous. Emmanuelle, qui est la directrice de l'INEC, voilà, tu as déjà bien introduit ce webinaire. Je vais juste voilà, vous poser un petit peu le cadre. Donc, c'est un webinaire de format assez court, donc 1h30, sous forme de questions-réponses. Donc voilà, l'idée c'est qu'on échange avec tous ces intervenants que vous voyez nombreux. Les questions sont ouvertes pour les participants. Néanmoins, voilà, l'idée c'est que ce format assez court ne nous permettra pas de répondre à 200 questions comme cela peut être le cas. Donc voilà, on prendra quelques questions dans la mesure du possible. Et puis, on regardera en fonction de la pertinence ensuite de valorisation, de faire un document voilà, de reconstitution de ce qu'on s'est échangé et de réponses qui pourraient intéresser les participants comme on le fait parfois. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est le thème du webinaire, c'est comment passer de réparable à réparé. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans un grand niveau de technicité, mais de s'adresser aux citoyens qu'on est tous, aux consommateurs, de voir qu'est-ce qui existe, comment ça marche,
quelles sont les dernières évolutions. Il y a beaucoup d'actualités sur la question de la réparabilité, de la réparation, et quels sont les enjeux et les blocages qui restent à lever. Voilà, donc comment on passe le cap? Est-ce qu'un produit réparable est effectivement réparé? Et on aimerait balayer un petit peu l'ensemble des aspects de la réparation, les types de réparation, les préalables nécessaires, le coût, la main-d'œuvre, et puis voir les outils qui existent déjà et qui sont en train d'être développés pour favoriser le développement de la réparation. Donc, depuis ce début d'année, on a, comme disait Emmanuel, un indice matérialisé par une note sur 10 qui informe le consommateur sur la réparabilité des produits achetés, donc sur leur démontabilité, la disponibilité des pièces détachées, leur prix, etc. On va en parler un petit peu. On va faire ce point sur l'actualité réglementaire avec également donc cet indice, avec le fonds de réparation, avec d'autres actualités d'autres évolutions qui sont entrées en vigueur ou qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois. Et puis, on s'intéressera ensuite un petit peu de savoir comment s'organisent effectivement les circuits de réparation, s'interroger sur l'offre des réparateurs, leur maillage territorial, les modalités pour y accéder, et puis les différents types de réparation. Donc, on va évoquer la réparation par soi-même, l'auto-réparation, avec Spareka, la réparation par les fabricants eux-mêmes avec Seb, et le maillage des réparateurs indépendants, dont l'offre est souvent complémentaire et intervient souvent hors garantie, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui nous parlera du label réparateur et de l'annuaire réparation, qu'ils ont développé avec l'ADEME. Et puis, on abordera également les enjeux, la nécessité de formation, d'avoir de la main-d'œuvre, et puis la dimension de l'insertion dans le marché de la réparation avec la fédération Envie. Donc voilà, c'est un vaste programme pour aborder l'ensemble de ces aspects, de balayer ces aspects de ce sujet qui est passionnant. Évidemment, tous ces points que j'ai évoqués mériteraient un webinaire en eux-mêmes. Donc, on pourrait vraiment détailler de manière assez conséquente chaque point, mais je vais demander aux intervenants d'être assez concis dans leurs réponses aux questions posées. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer donc par l'actualité, avec la loi économie circulaire qui a été adoptée l'année dernière, donc en février 2020, et l'indice de réparabilité qui est entré en vigueur en début d'année, avec Caroline Marcouillou, donc qui est responsable RSE, développement durable et économie circulaire à l'AFNUM. Alors, je vais présenter rapidement l'AFNUM, qui est l'Alliance française des industries du numérique. C'est un syndicat professionnel qui représente les industriels des réseaux, des terminaux, de l'électronique grand public, de la photographie, des objets connectés. Donc voilà, les réseaux mobiles, tout ce qui est audio, vidéo, l'électronique grand public de manière générale. Mais Caroline était aussi pilote du groupe de travail smartphone du ministère de la Transition écologique, en charge de l'élaboration des critères et des modalités de l'indice de réparabilité. Donc, Caroline, je vais vous demander de présenter de manière très synthétique l'indice de réparabilité, quels sont les produits concernés et quels sont les principaux critères. Alors, je vais mettre la slide juste de récap. Vous disiez que ce serait compliqué d'en parler en une minute. Hop, si je vous laisse commencer. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, effectivement, le challenge de présenter l'indice de réparabilité en 2 minutes était pas évident. Donc, j'ai fait une slide pour vous synthétiser tout ça. Donc, l'indice réparabilité qui est en place depuis le 1er janvier 2021, c'est un affichage à destination du consommateur. Donc, ça concerne les produits B2C. C'est une note sur 10 avec un système de code couleur qui va du vert jusqu'au rouge. Et cette note sur 10, elle se découpe en 5 critères. Donc, on a une première partie des critères qui concernent la documentation technique, sa disponibilité, pendant combien de temps,
équipement. Le deuxième critère qui concerne la démontabilité. Donc pour ça, on a défini des seuils en nombre d'étapes de démontage et de remontage. Donc plus c'est rapide de démonter et remonter, plus on gagne de points. Dans ce critère, on retrouve d'ailleurs le type d'outils utilisés. Est-ce que c'est des outils facilement accessibles dans le commerce ou qui sont spécialisés? Et puis le type de fixation. Ensuite, on a un troisième critère qui concerne les pièces détachées. Donc, est-ce qu'elles sont disponibles, pendant combien de temps et dans quel délai? Pour faire ce travail sur les pièces détachées, par type de produit, on a fait une liste de pièces nécessaires au fonctionnement de l'équipement. Et à l'intérieur de cette liste de pièces, on a défini les pièces qui étaient le plus susceptibles de tomber en panne ou de faire l'objet de casse, donc sur la base des retours statistiques des acteurs. Ensuite, le quatrième critère concerne le critère prix, en ratio du prix du produit neuf. Et puis ensuite, il y a un critère spécifique qui se travaille par typologie de produit. On y retrouve des critères comme l'assistance à distance, les mises à jour logicielles ou la présence d'un compteur d'usage. Donc, le principe de l'indice, c'est qu'il est calculé par le producteur et ensuite, il est affiché en magasin ou sur les sites en ligne. Et le consommateur peut avoir accès aux détails du calcul. C'est le fameux tableau qui s'affiche sur la slide que j'ai préparée. Le principe, c'est qu'on a commencé à travailler en juin 2018 sur ce sujet avec 5 catégories de produits qu'on a appelées les catégories pilotes. Donc, il y a le smartphone, l'ordinateur portable, la télévision, les machines à laver à chargement frontal et les tondeuses à gazon. Donc, pendant 2 ans et demi, avec l'ensemble des parties prenantes, on a travaillé sur le sujet. Donc, il y avait les producteurs, les distributeurs, les SAV, les réparateurs, les ONG, et puis des acteurs comme iFixit ou Spareka. Donc, ça a été 2 ans et demi de travaux de co-construction. Effectivement, moi, j'ai piloté le groupe smartphone, mais je me suis aussi impliquée dans le groupe ordinateur portable et télévision. Et l'idée, c'était bien de co-construire tous ensemble, et d'avoir une approche matricielle, parce que la première question qui se pose quand on parle de réparabilité et de réparation, c'est qui répare. Et donc, l'idée, c'était bien de donner une vision globale entre les réparateurs agréés, réparateurs professionnels agréés et indépendants, et puis jusqu'aux consommateurs. Et d'ailleurs, le panel des intervenants d'aujourd'hui démontre bien la multiplicité des approches. Merci Caroline. Excusez-moi, donc ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais voilà la slide avec les catégories de produits et les critères pour l'indice de réparabilité. Caroline, donc on est à 3 mois et demi de l'entrée en vigueur de cet indice de réparabilité. Peut-être que parmi les participants, vous avez déjà vu en magasin, si vous avez voulu acheter une machine à laver par exemple, cet indice, donc une note sur 10 comme affiché à l'écran. Quel bilan on peut d'ores et déjà dresser donc à 3 mois et demi de l'entrée en vigueur? Donc c'est entré en vigueur en janvier, on est en avril. Quel bilan? La difficulté, c'est qu'alors même qu'on travaillait depuis 2018 sur le sujet, les textes ont été publiés très tardivement, puisqu'ils ont été publiés le 30 décembre pour une application au lendemain. Donc, ça a été un vrai challenge. Bon, la spécificité de cette première année, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Elle démarre en 2022, mais c'est quand même pas simple pour les entreprises de s'inscrire dans une logique d'une année sans sanctions, mais avec quand même une obligation, puisque les entreprises sont dans une logique de conformité et pas de crainte de la sanction. Et puis, la difficulté aussi, c'est que c'est une obligation, comme je l'expliquais, à double détente. D'abord, il y a des gens qui calculent, sont les producteurs, importateurs, et puis ensuite, il y a les vendeurs qui affichent. Donc, quand les textes ont été publiés, il a fallu déclencher toute une série de travaux en interne des entreprises. Donc, côté producteur, il a fallu construire des outils et process internes, bien comprendre les textes et les appréciations des modes de calcul, faire des allers-retours avec les équipes techniques et les usines qui, pour ce qui concerne les adhérents de la FNUM, sont bien souvent à l'international, et puis travailler ensuite sur la mise à disposition des informations. Et puis pour les vendeurs, il a fallu collecter l'ensemble des informations pour l'ensemble des références concernées, les intégrer dans les dispositifs de com, faire du développement informatique et puis former les vendeurs. Donc la mise en conformité, elle se fait progressivement depuis le 1er janvier. On voit déjà effectivement des notes apparaître, avec d'ailleurs des variations de notes d'un produit à l'autre, ce qui permet déjà de donner une certaine
différenciation sur les produits. Mais quand on a travaillé sur le sujet, on a quand même, avec les entreprises, vu qu'il y avait des difficultés, peut-être certains défauts de méthode et des risques d'interprétation différentes sur certains sujets. Donc, on a demandé au ministère et donc au CGDD et à l'ADEME de mettre en place un comité de suivi de l'indice réparabilité. Donc, c'est un comité qui vise à échanger sur justement les possibilités d'amélioration. On s'interroge aussi sur la question des futurs produits qui vont être couverts par l'indice, avec l'idée d'avoir plus 5 produits par an pour couvrir à la fin tous les produits électriques et électroniques ménagers. On discute aussi de l'articulation avec l'indice durabilité. Et puis, on a demandé également à ce que le ministère mette en place une étude de perception de l'indice par le consommateur, comprendre si justement le consommateur le regarde, le comprend, et est-ce que ça a un vrai impact sur son achat. Ça nous semble être des informations essentielles pour avancer, et donc c'est un comité de suivi qui va se réunir régulièrement. D'accord, bah merci beaucoup Caroline. Je pense que vous avez réussi à présenter ça de manière très claire et très concise. On va s'attaquer à un autre sujet un peu d'actualité avec Bertrand Régnier, qui est donc directeur technique et relations institutionnelles chez Ecologic. Alors Ecologic, c'est un éco-organisme, donc une entreprise à but non lucratif qui est agréée par l'État pour gérer la fin de vie des équipements électriques et électroniques. Et donc, pour ce faire, elle est chargée de collecter, dépolluer, valoriser ces déchets électriques et électroniques sur l'ensemble du territoire français dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, de la REP. Si c'est technique pour vous, si la REP est obscure, on a fait un autre webinaire, donc vous pouvez trouver le replay en ligne. Donc, autre actualité liée à cette loi économie circulaire, les fonds de réparation. Donc Bertrand, même question. Alors, qu'est-ce que ces fonds de réparation et comment ça marche? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, pour un peu présenter un peu le sujet des fonds de réparation, qui est un sujet assez large et assez nouveau finalement, on s'inscrit dans cette démarche en fait d'extension du périmètre d'activité des éco-organismes vers la prévention de déchets en particulier. Et donc, le fonds de réparation est une mesure assez centrale du dispositif d'évolution du dispositif des filières REP, avec la volonté finalement de soutenir les actions de prévention, et là en particulier la réparation. Donc, le fonds de réparation, c'est un dispositif introduit par la loi AGEC qui demande finalement aux éco-organismes ou aux producteurs en système individuel de mettre en place un fonds financier à destination du soutien de la réparation des produits détenus par les consommateurs. C'est important comme première notion, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux produits utilisés par les individus en dehors de toute activité professionnelle dans le principe. Et donc, on est sur un fonds de réparation qu'on doit mettre en place, nous, éco-organismes ou les producteurs en système individuel, pour finalement réduire le coût de la réparation des produits hors garantie. Voilà. Donc, le mécanisme est assez novateur. On va demander aux éco-organismes de collecter des montants financiers auprès de leurs producteurs sur le marché pour pouvoir réduire la facture du consommateur quand il fait réparer un produit, et la loi finalement cadre un peu ce dispositif. Alors, ce qu'il faut retenir un peu dans les grands éléments autour de la constitution de ce fonds et du cadrage réglementaire, c'est que on parle d'un dispositif qui va être associé à un objectif de réparation qui sera déterminé par le cahier des charges d'agrément des éco-organismes, qu'on parle d'un soutien finalement d'une déduction de la part de la facture du consommateur grâce à ce soutien financier de l'éco-organisme auprès d'opérateurs de réparation qui vont être labellisés. Labellisés, on entend qu'ils répondent à un certain nombre de critères techniques, économiques, communication, engagement, différentes. Il y a plusieurs sujets, et on nous demande que ce fonds soit à minima abondé de 20% des coûts des réparations estimées des produits, on va dire, couverts par ce fonds de réparation.
Ce fonds de réparation, il va démarrer pour la filière des équipements électriques et électroniques à partir du 1er janvier 2022, mais il va concerner, juste une petite aparté, pas seulement les équipements électriques, il concernera un peu plus tard le mobilier, les équipements de sport et loisirs, les articles de bricolage et de jardin et les jouets, théoriquement, voilà. Donc ça, c'est des filières qui vont arriver ultérieurement, mais la première filière concernée, c'est la filière des équipements électriques et électroniques. Le dispositif de fonds de réparation nous demande finalement de mettre en place ce système et finalement ce dispositif pose vraiment un certain nombre de chantiers qu'il faut avoir en tête et qui permettent quand même de répondre un peu largement à la problématique du développement de la réparation. Alors, dans les grands chantiers, premier qui est en cours, mais qui n'est pas encore finalisé, c'est la question de la labellisation des réparateurs, de manière à ce que finalement on ait un réseau de réparateurs éligibles à ce fonds, disponibles pour le consommateur et qui ont été contrôlés ou qui seront contrôlés et qui répondent à un certain nombre de critères. Dans les critères qu'on nous demande, on nous demande notamment un critère de proximité, un critère de capacité technique et des critères autour de la garantie sur les réparations et l'information du consommateur sur le soutien et le fait que le réparateur soit dans le dispositif. Autre sujet qui va être important, c'est qu'il va falloir mettre en place le dispositif pour permettre finalement de faire connaître ce réseau, et c'est là-dessus aussi qu'il y a une deuxième partie autour de la mécanisme de fonds, qui est la mécanisme de faire connaître les solutions, et on va nous demander finalement de communiquer et de faire savoir qui est disponible par rapport aux problématiques. Voilà. Le sujet qui vient après, c'est quand on va, qui nous occupe, c'est un peu toute la mécanique de l'organisation du fonds. Il va être capital de trouver un dispositif qui gère bien ce système et qui permette finalement à tout le monde de s'y retrouver. Les consommateurs qui vont avoir droit finalement à un soutien auprès d'opérateurs labellisés, donc avec ce qui devrait permettre d'augmenter un peu la confiance dans la réparation, mais de l'autre côté, le fait que ces dispositifs soient fiables, et c'est pour ça que la question du contrôle de ces opérations et de la réalisation des réparations sera un sujet aussi capital de l'organisation de ce fonds. Voilà. Que dire de plus et donc justement là-dessus, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce fonds de réparation? Alors, où est-ce qu'on en est? On est dans les travaux encore et on a une échéance qui se rapproche. Alors, pourquoi on est dans les travaux? On est dans les travaux parce que ça fait quand même depuis l'année dernière qu'on travaille avec nos adhérents producteurs sur la mise en œuvre de ce dispositif et ce calage, qu'on échange avec les parties prenantes concernées que sont finalement les réparateurs et les représentants des associations de consommateurs ou de l'environnement pour calibrer un peu tout ça et pour trouver la bonne définition. Ça, c'est un travail long et laborieux parce que c'est très exploratoire et je le rappelle, un point important, c'est qu'on parle des réparations qui sont hors garantie. Comme c'est les réparations hors garantie, paradoxalement, c'est celles qu'on connaît le moins bien parce qu'il y a toute une expérience et une connaissance et il y a des enjeux économiques assez importants sur le sujet qu'on a du mal à appréhender et tout ça dépend de comment on va organiser le dispositif. Donc, c'est des travaux qui ont débuté l'année dernière, qui continuent, qui demandent du temps et sur lesquels on a finalement assez peu de temps. Et si on regarde un peu les échéances qui vont rythmer cette mise en œuvre, je l'ai dit, ce qui est déterminant pour le fonds, c'est finalement ce que définit le cahier des charges, les objectifs associés. Le cahier des charges d'agrément des éco-organismes, on l'attend au mieux en juin. Et on doit mettre en place le dispositif pour le 1er janvier 2022. Et parallèle, on doit déployer le labellisation et on doit s'assurer qu'il y a un nombre de réparateurs éligibles et disponible au 1er janvier 2022 suffisant, parce que sinon on fait une fausse promesse et on a un dispositif qui ne marchera pas. Avec un enjeu tout à fait particulier sur la labellisation est important, c'est que le monde de la réparation, et vous le décrirez après, est très varié. Vous avez des structures indépendantes, mais aussi des grands groupes et des industriels de la réparation. Vous avez les solutions apportées par les producteurs, vous avez les solutions apportées par les distributeurs. Tout cet univers doit rentrer dans le dispositif et on doit être équitable pour que chacun ait sa place, puisqu'on parle de la réparation hors garantie. Donc, c'est beaucoup de travaux, et c'est pour ça que on avance. Ça va faire partie de notre réponse, nous, éco-organismes, à la demande d'agrément, enfin, au cahier des charges d'agrément, et on va devoir préciser un certain
de choses sur les sujets que vous avez évoqués. Mais l'échéance arrive et encore, il nous reste pas mal de travail. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est… Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, un point que je pense important à voir, c'est que l'enjeu de la réparation, c'est de développer finalement ces possibilités de réparation dans une finalité qui est l'allongement de la durée de vie des produits et de leur usage. On pense, et à juste titre, qu'une des barrières au développement de la réparation, c'est la barrière économique, d'accord, le coût de la réparation. Et c'est pour ça qu'on crée un fonds. Et c'est ça qu'il va falloir quand même être vraiment très vigilant, c'est de regarder quel est l'effet de ce fonds sur la réduction du coût pour le consommateur et qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur le sujet. Mais point très positif du développement du fonds, c'est qu'on va faire connaître les solutions et on va les associer d'une labellisation, ce qui va, à mon avis, contribuer autant au développement de la réparation parce que faire connaître, donner confiance, c'est des éléments capitaux de la réparation. Merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, donc on va parler un petit peu du modèle économique de la réparation. Vous évoquez toutes les pistes, voilà, toutes les formes différentes de la réparation. Je vais justement me tourner vers Benjamin Matelli, qui est donc chargé de mission développement durable et innovation à la Chambre des métiers et de l'artisanat France. Donc la Chambre des métiers et de l'artisanat, ce sont des établissements publics qui accompagnent, représentent les intérêts des artisans dans les départements et elle participe donc à la formation également de ces artisans. Et donc CMA France représente toutes ces chambres des métiers départementales. Donc Benjamin, je vais vous demander si ce fonds de réparation dont on parle actuellement pourrait-il être un levier, un réel levier de déploiement de la réparation pour vous aujourd'hui en France? Alors oui, effectivement. Alors, Bertrand Régnier a déjà donné plein d'éléments de réponse à ce sujet, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le premier frein à la réparation, c'est toutes les études le montrent, c'est le coût de la réparation. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'analyse de réparabilité que Caroline Marcouillou a présentée en début de webinaire, il y a un critère sur les pièces détachées. C'est aussi pour ça que les parlementaires, dans le cadre de la loi AGEC économie circulaire, ont voulu créer ce fonds réparation pour pouvoir effectivement agir sur ce frein-là, pour permettre aux gens de réparer sans ce frein économique. Et on voit bien, pour prendre un exemple, suite au premier confinement, on a eu la mise en place par les pouvoirs publics d'un coup de pouce réparation vélo. Et nous, on l'a vu directement chez nos réparateurs vélo qui font partie de l'artisanat, un boom au niveau de la demande. Et effectivement, l'offre a été même presque un peu submergée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos réparateurs vélo ont les carnets de commandes pleins, même si d'ailleurs le coup de pouce est fini depuis le 31 mars de cette année. Et comme Bertrand le disait, de toute façon, il va y avoir un fonds de la réparation qui va être créé sur les articles de sport à une échéance un tout petit peu plus longue que les équipements électriques et électroniques, mais on voit que en fait, aussi, ce qui est important dans ces créations de fonds ou de coups de pouce, c'est aussi de rappeler aux gens qu'il y a la possibilité de faire réparer, de donner les contacts aussi, tout simplement. Sur le coup de pouce réparation vélo, vous aviez une cartographie des réparateurs qui permettait d'en trouver. Et puis, ça rappelle aussi qu'il y a un intérêt pour l'allongement de la durée de vie de ces produits. Et c'est ça aussi qui est important, c'est toute la communication qu'il y a autour. Et c'est ça qui sera important pour nous, pour redonner confiance auprès des réparateurs indépendants et puis effectivement dire que, on en reparlera après, il y a des réparateurs partout en France. Nous, aujourd'hui, on est à plus de 100 000, mais j'aurai l'occasion de repréciser ça. Oui, merci. Effectivement, on parlera de cette offre des réparateurs un peu après avec vous. Merci pour cette réponse. Joël Couret, donc vous êtes délégué à la promotion de la réparation chez Fedelec. Donc c'est une organisation professionnelle nationale spécialisée donc spécialement dédiée aux entreprises artisanales, aux petites entreprises de l'électricité et de l'électronique, donc présente dans les départements par le biais de chambres professionnelles locales. Donc j'ai vu qu'on avait près de 4000 entreprises affiliées sur le territoire national, ce qui est conséquent. Donc vous représentez en quelque sorte les réparateurs sur le terrain. On a entendu donc qu'il y aurait des craintes d'abus de la part des réparateurs. Voilà. Dans les discussions sur ce fonds de réparation, on aurait
eu crainte d'abus de la part des réparateurs qui, soi-disant, profiteraient d'un effet d'aubaine lié au fonds de réparation. Qu'est-ce que vous en pensez de ces objections à ce fonds de réparation? On peut toujours craindre des inquiétudes. Enfin, nous, honnêtement, chez Fedelec, on n'a pas vraiment d'inquiétude à ce sujet-là, ou en tout cas pour ce qui concerne les artisans réparateurs que nous représentons. Et d'ailleurs, vous avez parlé de chiffres tout à l'heure, la Fedelec représente 38% de la branche professionnelle. Lorsqu'on a l'occasion de dialoguer, nous, avec les réparateurs, hein, c'est ce qui a d'ailleurs été dit tout à l'heure, hein, la plupart d'entre eux nous parlent des difficultés, eux, pour faire accepter les devis, et très très souvent, c'est la raison, c'est le prix des pièces détachées. Alors, souvent, ce qu'on espère, évidemment, c'est que l'aide obtenue grâce à ce fonds va les aider à sauver les appareils qui sont menacés par des condamnations économiques de réparation. Hein. Le refus du devis, c'est toujours vécu par les professionnels comme un échec. Donc, ce que nous pensons, nous, chez ce type d'acteurs, c'est que les abus, ils seront quand même assez limités. Alors après, bon, on peut toujours faire confiance à la nature humaine. Imaginez que dans ce secteur, comme dans d'autres, d'ailleurs, hein, on va rencontrer des pseudo-professionnels qui utiliseront les fonds avec des arrière-pensées qui ne seront pas forcément liées à l'économie circulaire. Hein. Ça, on peut s'y attendre. Mais et je crois que Bertrand a eu raison tout à l'heure de souligner que la labellisation devrait permettre quand même de limiter ce genre de choses. Parce que bien que la labellisation demande à ce que ce ne soit pas discriminant, nous, enfin chez Fedelec, depuis le départ, et Bertrand, je pense, peut le confirmer, on a souhaité, nous, que la future labellisation soit attentive à la qualité de service. Donc, il va y avoir un équilibre à trouver et je pense que nous le trouverons. Ah, on a perdu notre animatrice provisoirement. je vais prendre le relais. Caroline, il y avait aussi d'autres éléments qui étaient liés au développement de la réparation dans la loi AGEC. Il y a peut-être des éléments que vous pourrez préciser, je pense aux pièces détachées, de rechange issues de l'économie circulaire, enfin au-delà de la réparation classique, ce qu'on peut peut-être utiliser aussi en termes de pièces de réparation. Mais... Effectivement, il y a beaucoup de choses dans la loi AGEC qui touchent au domaine de la réparation. Alors après, les textes d'application sont en cours d'écriture, donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Il y a effectivement le fonds réparation dont Bertrand a parlé, qui est une mesure essentielle. Il y a beaucoup de mesures autour de la disponibilité des pièces détachées, effectivement. Donc, il y a la question de l'affichage de la non-disponibilité de ces pièces, la mise à disposition obligatoire de ces pièces pendant 5 ans pour certaines catégories de produits définies, l'obligation pour les réparateurs de proposer des pièces détachées issues de l'économie circulaire. Il y a aussi des réflexions autour de l'impression 3D et l'utilisation de l'impression 3D pour la fabrication de pièces quand elles sont plus disponibles. Dans la loi AGEC, on trouve aussi une série de mesures autour de la garantie légale de conformité pour privilégier la réparation dans le cadre de la garantie plutôt que le remplacement. Les parlementaires ont instauré un dispositif qui consiste, si le consommateur demande la réparation, mais que le professionnel décide de procéder au remplacement, alors il y a l'équipement qui fera l'objet du remplacement, qui est d'une nouvelle garantie légale de conformité. Pardon, j'entends un écho qui est fort, donc c'est difficile de se concentrer. Et puis, il y a aussi un allongement de la garantie légale de conformité à plus 6 mois dans le cadre de la réparation. On trouve aussi dans la loi AGEC des mesures autour de l'interdiction de certaines pratiques intentionnelles qui viseraient à empêcher la réparation. Et puis, il y a cet indice durabilité que vous mentionniez en début de webinaire, qui est une approche plus générale du sujet, qui ne se focalise pas seulement sur la réparation, mais on pourrait dire que des produits durables, c'est encore mieux que des produits réparables. Donc, c'est la perspective de 2024 avec cet indice de durabilité.
Peut-être en 2 mots d'ailleurs. Alors, ça rajoute quoi l'indice de durabilité par rapport à réparabilité? L'idée, et c'est l'ADEME qui l'explique comme ça, c'est que la durabilité, c'est une fusée à 3 étages avec la réparabilité d'un côté, la robustesse de l'autre, donc la capacité de l'équipement à résister à des stress, à des conditions spécifiques d'utilisation, et puis toute la question de l'évolutivité ou de l'amélioration qu'on appelle upgradability en anglais. Donc, c'est toutes les questions des mises à jour, notamment logicielles. Et donc, la durabilité, mais on est en train de travailler sur le sujet dans le cadre d'une étude avec l'ADEME, donc je peux pas en dire beaucoup plus, mais on sait déjà se dire que c'est ces 3 étapes qui constituent la durabilité. Merci Caroline et merci Emmanuel d'avoir pris le relais. Je vous ai quitté malgré moi, mais c'est bon, je suis de retour définitivement. Merci Caroline aussi pour ce panorama des nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur et qui vont entrer en vigueur ces prochaines années ou ces prochains mois liées à la loi économie circulaire. Merci aussi à Joël d'avoir dissipé nos craintes relatives au fonds de réparation. Je vais passer maintenant la parole à Jean-Paul Raillard, qui est donc président de la fédération Envie. Si vous ne connaissez pas, Envie est un réseau de 50 structures d'insertion qui sont réparties sur tout le territoire et qui présentent différents services, notamment des services de réparation, de dépannage, de la location, de la vente d'appareils réparés et des ateliers pratiques également, notamment de réparation. Donc, on reviendra un peu plus tard aussi sur ces actions du réseau Envie en faveur de la réparation. Jean-Paul, vous me disiez que le modèle économique de la réparation est parfois difficile à trouver. Bertrand nous en parlait un petit peu tout à l'heure. La question du coût de la réparation et la question on oppose parfois donc la réparabilité technique, c'est-à-dire la possibilité de réparer un objet avec sa réparabilité économique, qui est le coût de la réparation, c'est-à-dire si votre objet est réparable, mais qu'il coûte plus cher de le réparer que d'en acheter un neuf, à moins d'avoir une démarche volontaire, et beaucoup de personnes l'ont, mais sur les grandes masses, on aura peu de réparation dans les faits. Donc, la question de ce modèle économique de la réparation est un enjeu important. Donc, ces outils comme le fonds de réparation ont pour objet justement de pallier à ces difficultés. Mais il faut réussir à faire en sorte que le choix de la réparation ne soit pas pénalisant. Donc, avec notamment la question logistique du dépôt des produits à réparer vs la réparation à domicile. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant ce que vous pouvez observer avec vos travaux chez Envie? Oui, bonjour à toutes et tous. Comme vous l'avez dit, donc, nous existons depuis pas loin de 40 ans maintenant. Alors, on s'est spécialisé dès le départ, mais on a diversifié depuis, sur la réparation, la remise en état ou la remise en état d'usage, il faut le dire comme ça, de déchets électriques et électroniques. Donc, on était vraiment complètement dans un des pionniers de l'économie circulaire. Donc, on est venu tout naturellement aussi à la réparation de produits hors garantie. Donc, on a démarré cette activité en 2016, donc il y a maintenant 6 ans, bientôt 6 ans, 5-6 ans. Et on est effectivement confronté donc à ce problème du modèle économique. Et on estime d'un côté que c'est un service qu'on doit absolument rendre aux personnes à qui on s'adresse. Notre public, c'est beaucoup d'un côté des gens qui sont convaincus par l'économie circulaire. Donc, très bien, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis de l'autre, les personnes qui ont relativement peu de moyens. Donc, d'où l'idée justement de vendre des produits qui ont été remis en état d'usage et à des prix qui sont à peu près 50%. Donc, on veut avoir aussi cette influence sur la réparation, parce que c'est la question de l'allongement de la durée de vie des produits. Et comme on est confronté à ce modèle économique, c'est le coût de la réparation. On a bien vu justement la baisse sensible des produits neufs, notamment dans le petit électroménager, parce qu'on est plutôt donc là-dedans, ainsi que dans le gros électroménager. Et automatiquement, le consommateur n'a plus le choix entre d'un côté une réparation qui vaut 100 € par exemple, pièce comprise, et puis de l'autre, donc un appareil neuf qui en vaut 90 ou qui en vaut 120. Donc le choix est vite fait pour le consommateur et il rachète un produit neuf. Donc comment pouvoir justement
de lui donner donc véritablement ce choix, ben, il faut trouver donc les moyens de faire baisser le prix de la réparation. Donc le fonds de réparation, on y croit beaucoup, hein, c'est quelque chose qu'on a appuyé aussi très largement au moment du vote de la loi AGEC. Donc là, il va produire ses premiers résultats donc à partir de l'année prochaine, c'est ce qui a été discuté. Il y a aussi éventuellement donc d'autres points d'appui. On a évoqué tout à l'heure les pièces détachées donc de réemploi, hein, aux usagers, donc etc. C'est un modèle qui s'est développé assez largement donc, notamment dans l'automobile. Hein. Il faut absolument aussi le développer aussi notamment électroménager, hein, si on prend ce secteur-là, ou de façon plus large dans les équipements électriques et électroniques. Donc on a engagé tout un travail donc là-dessus, notamment avec Agora, hein, pour pouvoir être un premier collecteur de pièces détachées de réemploi, ensuite pouvoir alimenter notre réseau, hein, de pièces détachées de réemploi, donc pour faire baisser ce coût des réparations. Et puis de l'autre, donc aussi ensuite, dans une troisième étape, là aussi, c'est une fusée à 3 étages, hein, pouvoir disposer, enfin, ou mettre à disposition du public donc des pièces détachées de réemploi. Mais c'est un énorme travail, il faut les référencer, il faut les vérifier, etc., etc. Donc, il faut qu'on trouve aussi un modèle économique qui va là-dedans. On n'a pas abordé tout à l'heure dans la question, c'est celle de la TVA. Hein, je réinsiste là-dessus. La TVA, pour l'instant, sur la réparation est à 20%. Je crois que l'État pourrait aussi, pour avoir une action, donc également, et donner un signe important sur l'économie circulaire, sur l'allongement de la durée de vie. Alors, cette difficulté du modèle économique, là, très vite, donc effectivement, ça divise un peu dans notre réseau. Nous sommes un réseau, donc, vous l'avez dit, il y a une cinquantaine d'entreprises indépendantes. On a à peu près 46 ateliers donc, en France. Et certains donc, pratiquent la réparation à domicile, certains autres ne la pratiquent pas. Tout simplement aussi parce que la réparation à domicile est plus coûteuse. Et comme on emploie donc, nous des personnes en insertion, il n'y a pas question pour nous d'envoyer quelqu'un en insertion qui n'a pas fini sa formation aussi, et qui n'est pas en état donc d'aller tout seul donc, chez une personne particulière. Donc on est souvent freiné par ça, parce que mobiliser un technicien donc, de bon niveau, donc justement sur la réparation à domicile, c'est autant d'encadrement qu'on n'a pas dans nos ateliers. Donc il y a aussi cette question-là. Et en plus, ce sont des compétences qui sont relativement rares maintenant sur le marché. Enfin, on abordera cette question tout à l'heure. Mais c'est un vrai sujet, donc c'est pour ça qu'en premier temps, donc on a privilégié d'abord la réparation dans nos ateliers, mais c'est vrai que demander à une personne âgée de descendre du 3e étage avec une machine à laver, c'est pas tout à fait possible. Donc on se doit naturellement de rendre ce service-là. On l'a fait, on commence à le faire notamment à Paris, par exemple. Là, on a installé aussi un magasin donc à Paris avec un atelier de réparation et on fait du service à domicile donc également. Donc c'est une piste privilégiée pour nous. Oui, merci beaucoup Jean-Paul. Effectivement, vous parlez de votre labo en vie, j'ai même la plaquette exactement, juste ici. C'est un super espace. Comme le font beaucoup, comme le fait aussi Seb là, sur la réparation sur place et sur également la sensibilisation du public, hein, également sur ces questions d'allongement de durée de vie. Merci beaucoup en tout cas pour ces éléments. Je pense que... Ah, j'ai un écho. Est-ce que vous pouvez juste couper votre micro quand vous ne parlez pas? Voilà, super. Donc, Jean-Paul, vous parliez justement de la TVA réparation et ça me permet de faire une transition à ce sujet. C'est vrai qu'on en parlait notamment dans les débats de la loi économie circulaire et puis ce sujet revient souvent. En ce moment, la loi climat est discutée et débattue à l'Assemblée nationale et ces sujets un petit peu de TVA reviennent souvent sur le tapis, d'autant plus que dans d'autres pays européens, notamment la Belgique, on a des taux de TVA réduits sur la réparation et de certains produits, notamment les bicyclettes, les chaussures, etc. Et ça permet en tout cas, l'objectif est de réduire le coût de la réparation, encore une fois. En parlant de pays européens, donc avec toutes ces nouvelles mesures, Caroline, donc dont vous nous avez parlé tout à l'heure, est-ce que la France est pionnière en Europe? Où est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins européens?
Alors oui, la France est un pays qui est très regardé par nos voisins européens. Bon, l'Europe travaille quand même sur ces sujets, hein, notamment là, la Commission européenne a mis la question du droit à la réparation, de l'éco-conception ou de la durabilité dans son plan d'action économie circulaire. Donc il y a des travaux en cours. La première étape d'ailleurs côté niveau européen, ça a été de travailler sur les enjeux de terminologie pour que tout le monde puisse bien parler un vocabulaire commun. Donc il y a un travail qui a été fait dans le cadre de l'organe de normalisation qui s'appelle le CEN-CENELEC, qui a publié récemment des normes transversales avec toutes ces définitions. Et c'est un travail qui d'ailleurs nous a beaucoup servi au niveau français dans le cadre de l'indice réparabilité, de même que tous les travaux autour de la directive éco-conception, on les a utilisés pour essayer d'amener de l'Europe dans nos travaux français, parce que c'était un challenge hein, de travailler au niveau national sur un sujet qui appelait des expertises plutôt internationales, et donc on a dû faire beaucoup d'allers-retours avec les équipes, faire un gros travail de traduction, parce que oui, l'indice français est une première, et il est d'ailleurs très regardé, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'Espagne s'interroge pour mettre en place un indice également, et donc les travaux français sont regardés de très près. Donc la perspective de la présidence française en 2022 nous annonce très certainement une France qui va pousser ces mesures au niveau européen. Et côté AFNUM, nous, on a une vraie volonté hein, d'avoir une harmonisation au niveau européen et d'éviter au maximum d'avoir une multiplicité d'approches nationales qui, je pense, desservent un peu l'approche dans un marché unique. Ouais, merci Caroline. Effectivement, je pense que on va pas être fiers de ce côté-là, mais voilà, c'est vrai que en tout cas, notre structure également, enfin les vôtres aussi, mais voilà, l'INEC essaye de pousser, c'est-à-dire que bien sûr, il faut que à l'échelle européenne, les réglementations soient harmonisées, parce que souvent les entreprises sont également internationales et ne travaillent pas qu'en France, et à la fois la France ne doit pas forcément attendre que ce soit harmonisé au niveau européen pour avancer et pour justement pousser certaines dispositions à cette échelle. Donc, on en a terminé avec donc cette première partie un petit peu sur l'actualité, sur les nouvelles, sur les évolutions réglementaires. On va maintenant s'intéresser aux différentes formes de réparation. Concrètement, donc celles-ci sont représentées aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que voilà, nos intervenants sont assez complémentaires. Donc, avec schématiquement donc la réparation par les fabricants et les distributeurs, c'est-à-dire que vous ramenez notamment en magasin vos produits défectueux pour qu'ils puissent être réparés. La réparation par les réparateurs indépendants qui n'ont pas vendu le produit en premier lieu. Et pour terminer, donc la réparation par soi-même, donc la réparation par le consommateur lui-même. Et on va commencer donc par ce phénomène de parfois qu'on appelle l'auto-réparation. On ne se répare pas soi-même, mais voilà, on répare soi-même les objets. Avec Ophélie Baguet, qui est donc responsable de la communication chez Spareka. Donc avant de parler un petit peu de ce que fait Spareka, j'aimerais connaître un peu les tendances de la réparation et de la réparation par soi-même aujourd'hui. On dit notamment que le marché du bricolage aurait atteint 34 milliards d'euros en 2020, avec une croissance hors du commun. Donc, on parle de 13% de croissance de ce marché du bricolage avec notamment le confinement. Est-ce que la même tendance se vérifie pour ce qui est de la réparation par soi-même? Bonjour à tous. Oui, c'est une tendance qui se vérifie. Je vais me baser sur une étude récente de l'ADEME qui nous dit qu'il y a 89% des Français qui cherchent des infos sur la réparation lors d'une panne. Donc, on voit que c'est quand même un réflexe qui est majeur et que parmi toutes les réparations qui sont faites en France, il y en a plus de la moitié, il y en a 55% qui sont faites par le particulier lui-même, donc par le propriétaire de l'appareil. Donc, l'auto-réparation, c'est mieux qu'une tendance, c'est comme une habitude en fait qu'on a perdue et qui revient dans les mœurs. C'est encouragé notamment par une prise de conscience écologique, mais aussi par exemple le confinement. Les personnes avaient beaucoup plus le temps parce qu'elles étaient plus à la maison.
Donc, on a observé 2 fois plus de commandes de pièces détachées, par exemple. On a observé une utilisation de nos outils pédagogiques qui a doublé aussi. Donc, c'est vraiment une tendance croissante. Il y a aussi, bien sûr, la crise économique qui a un impact assez fort et qui booste l'autoréparation parce que c'est 3 fois moins cher de réparer soi-même plutôt que de racheter un appareil. Donc oui, c'est une tendance qui est complètement croissante. Super. Donc, et là-dessus, effectivement, Spareka pourrait répondre un petit peu à cette demande. Spareka, c'est une plateforme Internet de vente de pièces détachées, donc avec plus de 8 millions de pièces détachées référencées. Vous proposez également des tutos, des arbres de solutions pour la réparation. Donc, j'ai moi-même participé à un de ces ateliers de réparation de son lave-linge qui m'a permis de comprendre que le problème venait de la résistance un peu après. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette option de l'auto-réparation, de la réparation par soi-même avec Spareka et donc concrètement, comment on procède? Concrètement, sur notre plateforme, ça se passe en 3 étapes. La première, c'est de trouver l'origine de sa panne. Comme toujours, quand on a de l'eau partout dans sa cuisine, faut savoir où est le problème dans son lave-linge. Donc, on a créé un outil de diagnostic gratuit. C'est sous forme de chatbot. C'est une arborescence de questions-réponses. Donc, c'est la première étape. Une fois sur 2, on arrive avec cet outil à réparer 100 pièces. Il y a simplement une pompe de vidange à déboucher ou un aimant à gratter. Donc, c'est gratuit pour le consommateur. Et dans l'autre partie, dans le reste des cas, il faut une pièce détachée. Donc, c'est la seconde étape. On amène le consommateur vers la bonne pièce que nous, on vend. Donc, c'est notre business model de vendre la pièce détachée. Et ensuite, une fois que la personne a reçu la pièce chez elle, elle peut réparer elle-même, notamment grâce à notre chaîne de réparation tuto sur YouTube. On est la première chaîne en France. On a plus de 130 000 abonnés et plus de 800 tutos. Donc, on essaye de couvrir vraiment tous les appareils du quotidien pour vraiment faciliter le fait de réparer soi-même à moindre coût. Merci Ophélie. Effectivement, vous aviez un visuel. Vous avez vu que j'avais quelques difficultés, mais il sera projeté par ma collègue tout de suite si on y arrive. Mais je pense que c'est assez clair et c'est assez bien fait. Voilà, ces tutos, ça permet de voir un petit peu est-ce que cette pièce chauffe ou non. Donc, et on suit un peu l'arbre de solution et même si on s'y connaît rien, comme moi par exemple, on peut s'en sortir sans aide extérieure. Donc on va enchaîner avec un deuxième type de réparation qui serait donc qui sont par les fabricants eux-mêmes. Et donc pour ça, je vais donner la parole à Alain Potreau, qui est donc vice-président de l'après-vente et satisfaction du consommateur chez le groupe SEB. Donc SEB, c'est une entreprise française que beaucoup doivent connaître. Donc le numéro 1 mondial du petit équipement domestique qui est présent dans 150 pays. Donc voilà, à l'international. Et donc la réparation, vous me disiez, et on le voit, est en quelque sorte l'ADN du groupe SEB. Vous me parliez de son fondateur, Antoine Lescure, qui était donc un rétameur ambulant, donc c'est-à-dire qu'il réparait notamment les casseroles. Il passait de village en village pour réparer des ustensiles et il a ouvert un atelier de fer-blanterie. Voilà, ça m'a beaucoup intéressée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la politique de SEB en matière de réparation ainsi que votre initiative avec le logo produit 10 ans réparable? Oui, merci Marline. Donc effectivement, aujourd'hui, SEB, c'est beaucoup de marques, Tefal, Calor, Roventa, Moulinex, je ne vais pas toutes les citer, mais on est né avec la réparation. On est né avec l'économie circulaire il y a 160 ans. Et il y a une quinzaine d'années, on a décidé que cette notion de durabilité d'usage, je parle plutôt de durée d'usage que de durée de vie, parce que c'est pour nous vraiment le point important, que ce soit une nouvelle signature.
Et on l'a formalisé il y a une quinzaine d'années par un slogan interne, un slogan de travail qui est « On veut que 100% de nos produits soient réparables, virgule, et réparés ». Et vraiment, avec cette notion importante entre les deux, il ne suffit pas que les produits soient réparables. L'objectif, en final, c'est qu'ils soient réparés pour qu'ils soient utilisés plus longtemps. Donc, il y a eu une étape, évidemment, industrielle, une étape de conception, comment faire évoluer nos process pour que nos produits soient bien évidemment qualitatifs, mais permettent qu'on puisse intervenir dessus facilement et économiquement. Parce qu'on a constaté très vite que, à côté de la notion de réparabilité, la notion de coût de la réparabilité, en fait, était le pilier fondamental. Et puis, un troisième pilier, qui est le pilier de, pour réparer, il faut des super consommateurs qui peuvent, avec Sparecar, réparer eux-mêmes. Mais le plus simple, c'est d'avoir des professionnels de proximité qui vont être capables d'intervenir. Donc, soutenir le métier de la réparation a également été un pilier très important pour nous. Soutenir des réparateurs indépendants, soutenir des réparateurs distributeurs, nous auto-soutenir en tant que nous-mêmes réparateurs, soutenir des associations comme Envie. On voit que, en fait, pourquoi les consommateurs ne réparent pas les produits, c'est soit parce qu'ils pensent que c'est trop cher, soit parce qu'ils pensent que c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de réparateur. Donc, si on arrive à montrer qu'il y a à la fois des réparateurs et que c'est à la fois bon marché, en fait, on arrive à faire changer les mentalités. Et quand les consommateurs essayent de réparer, en général, ils réparent parce qu'ils finissent par se rendre compte que c'est bon pour eux, c'est bon pour la planète, et surtout que c'est possible et que les idées préconçues disparaissent quand on fait la démarche de réparer. Donc, en 2015, on a publiquement inventé un mot, le mot réparabilité. Il n'existait pas avant. Il est rentré dans le Larousse en 2018. Et on a commencé à communiquer sur le fait que les produits pouvaient être réparables avec, à l'époque, un logo qui était produit 10 ans réparable, où on a expliqué les concepts, on expliquait en France, on expliquait à l'international. Et effectivement, pour reprendre une question précédente, la France est quand même encore assez pionnière dans ce domaine. Mais ça se déploie également un peu partout à travers le monde. Donc cet engagement, c'était qu'on serait capable de fournir des pièces détachées rapidement et pas cher pendant 10 à 15 ans. Et pour ça, il n'y a pas eu de secret. À l'époque, on a décidé qu'il fallait toutes les stocker, stocker de très, très gros stocks de pièces détachées pour être capable de fournir en 2035, 2040 la même pièce, ou alors de les imprimer. Et aujourd'hui, on réimprime des pièces qu'on envoie à travers le monde entier pour des produits qui ont plus de 15 à 20 ans. Et puis, soutenir le métier de la réparation via les réparateurs, mais également en soutenant la formation. Je pense que Jean-Paul en reparlera tout à l'heure. Nous-mêmes, on met aujourd'hui en place une structure qui va permettre de former 25 à 30 techniciens par an, parce que le problème de la réparation, c'est d'avoir des réparateurs. Je pense que Joël me soutiendra dans ce domaine. Il faut qu'ils soient soutenus. C'est un métier de proximité. Le gouvernement, avec la loi AGEC, veut soutenir la réparation, mais il faut soutenir d'abord le métier des réparateurs. Si on soutient les réparateurs, on soutient la réparation. Plus les réparateurs seront performants, plus la réparation sera bon marché et facile. Et de proximité. Avoir un produit réparable, mais pour lequel on va envoyer le produit à l'autre bout du monde pour le faire réparer, est une aberration, même si dans certains cas, ça peut être économique. Donc cette évolution, pour nous, elle est aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape parce qu'on pense que annoncer uniquement que le produit est réparable n'est pas suffisant, que l'indice de réparabilité va faire que beaucoup de consommateurs vont se tourner vers effectivement est-ce que c'est réparable, est-ce que c'est possible, mais la notion d'économique n'est pas assez mise en avant. Donc, de ce fait, on a aujourd'hui un nouveau logo, un nouvel engagement qui devrait être publié, je pense, au mois de mai, qui est non plus 10 ans réparable, mais 15 ans réparable au meilleur prix, pour que vraiment la notion de coût soit complètement intégrée. Et puis, on y intègre également dans ce logo, dans ce nouveau logo, la notion du nombre de réparateurs que l'on forme à travers le monde et qui sont capables de soutenir les consommateurs. Donc, c'est vraiment cet élément très important autour de l'économie. Et l'économie, pour aller même au-delà, aujourd'hui, on utilise en France et on est en train de déployer en Europe la proposition directement de forfait de réparation. C'est de dire à un consommateur, si vous avez un grille-pain, si vous avez une cafetière, si vous avez un aspirateur, voilà le montant total que vous paierez sans que vous ayez à vous poser de questions sur des devis. Et c'est des montants qu'on arrive aujourd'hui à proposer entre 30 et 40% maximum du prix d'un produit neuf, parce que ce sont des montants sur des forfaits qui sont proposés en fournissant les pièces à prix coûtant, avec zéro marge sur les pièces détachées, et la totalité du montant du forfait hors le coût des pièces détachées est donnée aux réparateurs, à nouveau pour soutenir la profession. Et on va même au-delà, c'est-à-dire que si un produit à l'extrême n'était pas réparable, un produit qui est 8, 10, 12 ans n'était pas réparable, on rembourserait en totalité le consommateur, donc il n'y a vraiment aucun risque d'essayer de réparer pour le consommateur, mais on paierait quand même le technicien. Donc c'est vraiment un pari que l'on prend, que tous les consommateurs qui vont rapporter des produits en réparation, quel que soit l'âge, quelle que soit la panne, quelles que soient les pièces, seront réparables. Et effectivement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui.
Merci beaucoup, Alain. Effectivement, vous dites que cette offre, vous la développez de manière identique un peu dans tous les pays du monde. Donc, c'est aussi intéressant voilà, de pouvoir faire réparer son pays, même si aujourd'hui c'est assez limité, mais faire réparer le même produit dans un autre pays de la même manière. Pour rendre un peu effective cette promesse de réparation, il faut trouver ces réparateurs. Donc, je vais me tourner vers Benjamin Matelli, donc, qui est chargé de mission développement durable et innovation voilà, à la Chambre des métiers de l'artisanat que je vous avais présenté tout à l'heure. Benjamin, pour évoquer cette offre de réparation des réparateurs indépendants qui interviennent souvent hors garantie, parfois sur des objets qui peuvent être très anciens. Vous me parliez de vinyle notamment, pour y rajouter un Bluetooth ou du Wi-Fi. Donc voilà, pour également transformer parfois les produits initiaux, ce qui rend donc cette offre assez complémentaire. Vous avez été à l'initiative du label Réparacteur dès 2012 avec le soutien de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement ce label Réparacteur ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un label qui existe bientôt depuis 10 ans, puisqu'en fait, on travaille sur le sujet de la réparation depuis 2012. Donc, juste pour rappeler, l'artisanat, c'est la première entreprise de France avec 1,3 million d'entreprises. Et comme je le disais tout à l'heure, sur la partie réparation, c'est à peu près 100 000 artisans. Et aujourd'hui, on parle beaucoup là des équipements électriques et électroniques, mais nous, la réparation, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire toutes les réparations hors automobile. Donc, vous avez le textile, vous avez les cordonniers, vous avez les réparateurs de vélos, d'articles de bricolage, la réparation d'instruments de musique, les horlogers, les bijoutiers, les aiguilleurs de couteaux. Donc, toutes ces professions qui réparent les produits, tous, hors réparation automobile. Même s'ils sont dans l'artisanat, mais ils ne font pas partie de la partie réparateur, qui est effectivement une opération qui a été soutenue par l'ADEME. L'ADEME nous soutient sur beaucoup d'opérations et nous a accompagnés. Donc en fait, ce label a été créé à l'issue d'une enquête faite par la Chambre des métiers de l'Aix-Aquitaine et puis même plus précisément de la Chambre des métiers de Gironde, qui avait fait donc une enquête auprès des réparateurs pour voir quels étaient leurs besoins. Et leurs besoins, ils étaient de ce qu'on a un peu parlé ce matin, c'est de meilleure visibilité, de meilleure communication autour de la réparation. D'où la création de ce label pour pouvoir les mettre en avant, pour pouvoir les mettre en relation avec les consommateurs, pour pouvoir les faire travailler également ensemble sur certains sujets. Et puis, donc, petit à petit, ce label Réparacteur créé en 2012 à la Gironde s'est étendu à la région Aix-Aquitaine, puis petit à petit est désormais présent sur toute la France, en métropole et en Outre-mer. Je tiens à le préciser, c'est très important pour nous parce que nous avons des chambres de métiers également en Outre-mer. Et vous avez également cette opération Réparacteur qui aujourd'hui regroupe plus de 4500 artisans labellisés, ce qui est assez important. Et par exemple, je vous parlais tout à l'heure des réparateurs de vélos. Rien qu'avec le coup de pouce réparation vélo, nous avons plus de 35% de nouveaux artisans labellisés réparateurs parce qu'ils ont vu l'intérêt de rentrer dans ce dispositif-là, de pouvoir être mieux visibles. On fait des actions de promotion de la réparation, on fait des actions de communication avec des partenaires et beaucoup avec les collectivités, puisque, comme le disait Alain Potron, on est ici sur de l'économie de proximité, donc c'est hyper important pour les collectivités de travailler avec nous pour avoir des réparateurs sur leur territoire, avoir de l'emploi local et un service auprès des habitants de la collectivité. Merci Benjamin. Donc pour ce label Réparacteur, je pense que voilà, il y a une initiative qui est un peu plus récente, donc que vous avez lancée toujours avec l'ADEME, donc en 2017 si je me trompe pas, qui essaye justement de recenser un petit peu tous ces réparateurs au-delà même de ce label Réparacteur pour justement réussir à trouver, à identifier près de chez soi un réparateur qui pourrait nous aider sur tel ou tel type de produit. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette initiative, donc cette véritable cartographie d'artisans sur le territoire, cette annuaire de la réparation? Alors effectivement, en fait, c'est lié à Réparacteur en essayant d'améliorer la visibilité des réparateurs. Chaque région, chaque chambre de métier a créé son petit répertoire des labellisés réparateurs. Et puis, petit à petit, l'ADEME s'est dit que ça serait quand même intéressant de
toutes ces petites initiatives, de les rassembler en une seule et de faire quelque chose de plus important. C'est pour ça qu'effectivement, en 2017, on a lancé l'annuaire de la réparation, donc c'est www.annuaire-réparation.fr, qui est un site sur lequel, en fait, vous allez trouver tous les artisans labellisés réparateurs, mais également tous les autres artisans réparateurs. Donc, vous allez trouver les 100 000 artisans dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans tous les domaines d'activité, que vous voulez réparer un ordinateur, réparer une raquette de tennis, un violon, que ce soit pour aiguiser un couteau, que ce soit pour réparer un bijou. En fait, vous allez trouver tout. Et avec 100 000 réparateurs, vous avez normalement la possibilité de trouver quelqu'un assez proche de chez vous. Dans cet annuaire, vous avez également la possibilité de ne sélectionner pour n'avoir que les labellisés réparateurs. Et pour information, comme on travaille avec l'ADEME sur ce sujet-là, cet annuaire est également en lien avec l'annuaire du ministère sur longuevieauxobjets.gouv.fr. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes données qui sont présentes sur les deux sites. Voilà. Avec nous, en fait, il y a une cartographie que vous n'avez pas sur l'autre, donc c'est quand même plus simple de trouver proche de chez vous un artisan et pouvoir être mis en relation. Vous avez ses coordonnées. Et pour ceux qui sont réparateurs, vous avez même peut-être les marques s'il est agréé, vous avez ses horaires d'ouverture. Voilà. Donc, vous avez un peu plus d'informations pour ceux qui sont labellisés. D'accord. Effectivement, en tout cas, c'est très pratique. Et ça me permet un petit peu de rebondir pour passer à un peu une dernière partie qui traite un peu plus des enjeux, même si on a déjà largement parlé aussi de ce sujet, de l'enjeu de la réparabilité économique et du coût de la réparation. Je vais vous poser une autre question, Benjamin, au vu de votre expérience et voilà de ces initiatives, est-ce que selon vous, il y a un problème d'offre de réparation aujourd'hui ou seulement de mise en relation et de manque de connaissance des acteurs? Parce que on en parlait avec Emmanuel avant, on se disait c'est vrai que là on parle de 100 000 réparateurs, mais on a du mal parfois à trouver un réparateur proche de chez soi, voilà, qui puisse prendre en charge ce produit spécifique. Donc, selon vous, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un problème de mise en relation et de connaissance, de cartographie de ces acteurs et ce sur quoi vous travaillez, ou est-ce qu'il y a également un problème ou seulement un problème d'offre de réparation aujourd'hui? Effectivement, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait 100 000 artisans de la réparation. Alors, les études de l'ADEME sur le panorama de l'offre de réparation en France montrent qu'effectivement, on a une baisse de l'offre ces dernières années, mais on voit là qu'on est rentré dans une nouvelle dynamique avec toutes ces initiatives et avec tous les acteurs que vous avez là autour de la table ce matin, parce que Alain Potre le disait, nous, on fait notre rôle de chambre de métier, de valoriser nos artisans, mais on ne peut pas aller plus loin. Il faut effectivement le soutien des constructeurs, il faut effectivement les soutiens des pouvoirs publics pour avoir une vraie offre intéressante. Donc ça se parle effectivement sur le fait que pour avoir une offre compétitive, il faut que les réparateurs aient accès aux pièces détachées, il faut qu'ils aient accès au schéma, il faut qu'ils puissent proposer effectivement une réparation à un prix compétitif. Et puis, on observe effectivement qu'on est comme dans certains métiers de l'artisanat, avec des professions, avec des chefs d'entreprise qui sont plutôt âgés. Et le vrai enjeu aujourd'hui, ça va être sur la reprise de ces entreprises. Et il y a un vrai enjeu aussi d'attractivité de ces métiers auprès des jeunes et de la formation. Ça, c'est un vrai problème. Ça fait quelques années qu'on ne forme plus certains jeunes sur certains métiers types. Et on a un vrai travail à faire là-dessus, sur la formation et l'attractivité des métiers. Donc nous, on va essayer de travailler là-dessus pour montrer que c'est hyper intéressant. Vous parliez tout à l'heure, on peut travailler sur des produits vintage pour leur ajouter des options. On peut travailler là sur la partie vélo, sport, loisirs. On a de plus en plus de gens parce que c'est intéressant, les gens se rendent utiles. Et là, pour des jeunes qui sont en recherche d'un métier concret, il y a une vraie opportunité et je pense qu'elle arrive maintenant. Donc, il y a un vrai travail à faire, effectivement, pour améliorer cette offre. Ce n'est pas juste de la mise en relation avec les clients, c'est aussi ajouter de la confiance, comme le disait Bertrand Régnier, par rapport, et ça, peut-être que le fonds de réparation va aussi jouer un rôle important là-dessus. Merci, effectivement. Donc, vous parliez donc du manque d'attractivité un peu pour les jeunes générations, même si on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Ophélie de Spareka. On a aussi un peu
regain de l'attrait pour l'auto-réparation, la réparation pour soi-même, voilà, au quotidien. Peut-être que voilà, ça reviendra avec le contexte actuel, mais on a quand même une moyenne d'âge de réparateurs qui est assez élevée. Donc, je vais reposer une question à Joël de Fedelec. Est-ce que, Joël, vous pensez que aujourd'hui, il y a un manque de formation technique des réparateurs? Est-ce qu'il y a un manque d'offres de formation? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un manque de main-d'œuvre et de formation de nouveaux réparateurs qui arrivent sur le marché de l'emploi? Alors, pardon. Vous avez d'abord parlé de l'âge du capitaine, si j'ai bien compris. Alors, c'est vrai que l'âge moyen des entrepreneurs, bah, il pose un petit problème, mais c'est surtout au moment de la succession de ceux qui approchent de la retraite. D'autant que nous avons enquêté récemment pour connaître à peu près le niveau, enfin pas à peu près, pour connaître le niveau de diplôme justement de des chefs d'entreprise, et nous avons été très surpris chez Fedelec, parce que nous avons vu d'abord qu'il n'y avait pas de quoi rougir, les diplômes étaient plus de 91% des entrepreneurs avaient un diplôme, et certains avaient un diplôme qui nous a surpris, parce que c'était vraiment des diplômes de niveau supérieur. Donc ça c'est une chose. Après, au niveau de la formation initiale, il faut tenir compte que dans la décennie précédente, il y a eu un intérêt décroissant pour la réparation qui a été observé, et donc il a bien fallu que la branche professionnelle réagisse. Hein. Elle a dû adapter le nombre de techniciens aux débouchés qui se présentaient, puisque ce n'était pas la peine de former des techniciens si c'était pour en faire des chômeurs. Donc on a moins formé dans la décennie précédente, et on a aussi adapté la formation. C'est comme ça que le bac professionnel, le bac pro, qui est quand même l'élément essentiel de la formation, il est devenu petit à petit plus transversal, de façon à couvrir davantage d'activités une fois le diplôme obtenu. Et ceci, ça a nécessité évidemment des formations complémentaires, hein, qui sont des spécialisations que l'on trouve en particulier au CFA Eugène Ducretet. Alors le CFA Eugène Ducretet, on aime bien en parler parce que on va faire un peu d'autosatisfaction là chez Fedelec. Le CFA Eugène Ducretet, il est né en 1992. Il a été créé par un constructeur de l'époque qui était important, qui s'appelait Thomson, qui maintenant est passé dans des mains plus asiatiques, mais à l'époque, c'était très français. Et donc, ça a été co-créé par Thomson et Fedelec. Et il faut reconnaître que depuis 30 ans, le CFA Eugène Ducretet, il a apporté beaucoup de techniciens, et pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la technique, hein, il a aussi apporté des gens dans le domaine du commercial, parce qu'il était quand même important que les vendeurs sachent conseiller correctement les consommateurs. Donc, il y a ceci. On avait, parce qu'on est obligé d'en parler au passé, un certificat technique des métiers qui répondait parfaitement aux besoins qui étaient exprimés et qui s'est retrouvé condamné parce qu'il n'y avait plus suffisamment de candidats. Et donc actuellement, là, et je peux même vous donner une information qui est très récente, les travaux en commission paritaire sur l'emploi et la formation professionnelle avancent à grands pas. Hein. Cette semaine, il y a eu une étude d'opportunité qui concerne un futur référentiel de la formation de dépanneurs de la branche qui vient d'être validé de façon à remplacer ce CTM que j'évoquais à l'instant, là, et qui est devenu caduc. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il est devenu caduc juste au moment où les besoins se faisaient pressants. Et donc, effectivement, il y a quelques difficultés. On sait qu'on a un gros besoin de réparateurs, et en particulier dans l'électroménager, parce que c'est quand même la branche qui en demande le plus. Il va falloir patienter un peu parce que ça a été tellement suivi. Il faut bien dire que le point de basculement, ça a été la feuille de route de l'économie circulaire. C'est à partir de ce moment-là que la réparation est redevenue quelque chose dont on parle beaucoup plus. Et donc, il faut le temps que tout s'adapte. Donc voilà, on va demander un peu de patience à tout le monde, en particulier ceux qui sont pressés d'embaucher. Chez nous, il y en a. Et je crois que tout le monde recherche des techniciens parce que ce sont quand même des métiers, hein, il ne faut pas l'oublier, auxquels on demande aux techniciens de plus en plus, hein, des compétences qui ont été signalées dans beaucoup de rapports de l'ADEME. Hein. Et d'ailleurs, donc, Alain parlait tout à l'heure. Voilà ce que je peux dire. Merci. C'est vrai que, et en attendant donc ces nouvelles
formation, on voit que les réparateurs peuvent être débordés. Là, il y a une explosion de la demande à ce sujet. Je vais donc passer la parole de nouveau à Jean-Paul de chez Envie. Bertrand Régnier de chez Écologique évoquait également en entretien préparatoire un problème, et là, tout à l'heure, il parlait d'un problème de connaissance et de reconnaissance de ce métier, ce qui va également avec ce sujet de l'attrait pour ces métiers et de la création de formations et de techniciens compétents. Jean-Paul, donc la fédération Envie, elle a notamment pour objectif de promouvoir le développement ou même la reconstitution de ces filières de réparation. Quelles actions avez-vous mis en place chez Envie donc pour promouvoir ce développement de ces filières? Oui, merci Marine. Joël a très bien dit justement tout le problème auquel ont été confrontés, hein, c'est celui de la pénurie ou de ces métiers en tension là, sur la réparation. Alors, moi, je peux parler que pour les équipements électroniques, électroniques, hein, comme l'a fait Bertrand tout à l'heure, ou Alain également, donc de SEB. On est confronté donc vraiment à ces tensions-là, nous, pour deux choses. Hein. La première chose, c'est au-delà justement de la réparation, il y a toute la question du traitement des déchets électriques et électroniques. Donc, on est dans le métier, nous, notre métier d'origine, c'est de remettre sur le marché des déchets. Hein, donc, il y a un aspect naturellement réparation qui est de remise en état d'usage et pour lesquels on a énormément de mal donc, à trouver donc, des compétences nécessaires pour encadrer nos personnels donc, en insertion. Donc, ça, c'est un vrai sujet, d'autant plus que derrière le réemploi de ces déchets, donc, qui est un objectif aussi essentiel, donc, qui est assigné aux éco-organismes. Et donc, là aussi, Bertrand pourra donc en parler mieux que moi là-dessus. Hein. Et derrière, donc, nous, on a vraiment comme objectif à la fédération, donc dans l'ensemble du réseau Envie, hein, dans les 10 années qui viennent, de multiplier par 5 un peu les produits qu'on remet sur le marché. Donc, c'est autant de compétences qu'on doit avoir donc, derrière hein, pour pouvoir donc, justement faire ce métier-là. Alors, Joël a parlé tout à l'heure du CFA du Crété, hein, on est beaucoup en relation donc, avec le CFA du Crété, hein, on organise pas mal de formations donc, avec eux, on a des personnes qui sont spécialisées dans la formation aussi chez nous, hein, qui font de la formation interne, mais également qui font aussi de la formation externe. Donc, on a déjà donc, eu un pied donc, là-dedans de façon très forte, mais il faut que la profession se mobilise donc, dans son ensemble aussi pour trouver donc, justement donc, ces futurs réparateurs ou ces futurs techniciens en général qui font soit de la réparation, soit de la remise en état, soit etc. Donc là, il y a tout un travail à faire avec justement les CFA, avec l'AFPA, avec l'éducation nationale, avec les OPCO donc également, hein, pour pouvoir donc trouver ces personnes qualifiées. On est en train de mettre sur pied, nous, puisqu'on a un objectif, donc une mission donc d'insertion qui est extrêmement forte, c'est-à-dire de tirer donc justement vers le haut des personnes qui sont sur le bord de la route, si je puis dire, hein, donc pour les remettre justement en état donc de s'insérer donc dans la vie professionnelle pour tout un tas de causes, je ne reviens pas là-dessus, hein, ce n'est pas l'objet du webinaire, hein. Mais derrière, parmi ces personnes, on est persuadé qu'il y en a qui, au travers donc justement de nos ateliers, leur passage en atelier, c'est 2 ans maximum, hein, le contrat d'insertion, au passage à l'atelier, peuvent trouver goût à ça. Hein. Ça veut dire que derrière, à la sortie de ce passage-là, ils sont très probablement pas en état justement donc, de passer les certificats et autres, etc., qui leur permettraient donc justement de s'installer comme réparateur ou de trouver de l'emploi donc justement dans les ateliers de réparation. Mais il faut trouver donc un prolongement justement à ces contrats, d'une façon donc ou d'une autre, hein, pour voir quels sont ceux qui ont cette appétence-là, qui ont ce goût-là, qui ont cette capacité-là. Donc, il y en a une partie qu'on retient aussi derrière, qu'on réembauche donc en CDI, mais aussi il faut les mettre à disposition, ceux qui ont vraiment ce goût-là et ces appétences-là. Donc, il faut les mettre à disposition également donc, de cette filière donc, de réparation ou de techniciens. Donc, et là, il faut que tous on se parle, que ce soit les chambres de métier, etc. On a commencé donc à travailler aussi sur des certificats de qualification professionnelle de ces personnes en insertion hein, pour pouvoir justement leur donner une compétence reconnue donc à la sortie donc, justement de leur contrat. On va sortir donc une première génération, si je puis dire, de la Pays de la Loire
Donc ce mois-ci, dès qu'ils vont passer donc leur CQP, mais c'est pas orienté donc directement vers la réparation, c'est une orientation plus générale d'équipement, enfin d'équipementier si je puis dire, ou d'équipier plutôt. J'ai ma langue à fourcher, d'équipier donc justement dans la production industrielle, donc de formation très transversale, mais il faut qu'on trouve donc aussi la mise en place donc de CQP aussi, que nous on puisse aider donc à cette formation-là. C'est un métier qui a vraiment été mis à mal, comme le disait Joël, et on a certainement besoin dans les années à venir, si on veut multiplier et développer donc justement l'économie circulaire, de plusieurs dizaines de milliers de personnes là-dedans, dans cette filière-là. Donc il faut qu'on apporte. Il y a un point aussi sur lequel on n'a pas insisté, parce que là on est sur la formation, c'est également la formation, au-delà de la sensibilisation, la formation des consommateurs également, que ces consommateurs soient aussi des consommateurs dans l'utilisation qu'ils font de leurs produits. Je vois sur les équipements électriques et électroniques, notamment une machine à laver ou autre, etc. Il y a une façon donc de l'utiliser, il y a une façon de l'entretenir, et c'est un facteur de durabilité également donc important. Donc ça peut aussi, ces actions de sensibilisation qu'on fait donc notamment en ville labo, c'est aussi un des facteurs qui peut nous aider donc à traiter le problème de la durabilité et celui de la réparabilité. Merci beaucoup. Et les débats actuels. Vous m'entendez? Vas-y, vas-y. Je vais juste compléter, effectivement, avec la loi climat. Actuellement, on a eu justement un amendement qui a été adopté sur le fait d'ajouter les savoir-faire dans l'éducation, voilà, dans les programmes d'éducation des enfants, à l'éducation nationale liée justement à la réparation. C'est vraiment aussi un des leviers assez majeurs sur cette question-là. C'est vrai que voilà, Spareka permet d'avoir une aide, mais c'est vrai que cette culture-là, on l'a un peu perdue avec les générations, et il faut aussi la remettre au bout du jour, donc avec des ateliers de réparation, etc. Donc c'est aussi voilà ce que je pense que vous poussez avec ce que vous disiez donc dans les programmes d'éducation nationale, au-delà des formations techniques. Et puis, comme vous dites, ce n'est pas seulement réparer, mais aussi prendre soin des objets pour qu'ils aient une plus longue durée de vie. Emmanuel, je vais te laisser conclure. Tu voulais poser une question à nos intervenants? Ouais, en fait, alors déjà merci aux intervenants, parce que finalement pour les questions, vous êtes super efficaces, vous avez tous répondu en temps réel, donc la plupart des questions ont reçu une réponse étayée. Merci à vous. Donc comme il nous reste juste 8 minutes, j'avais envie d'en profiter pour faire. Alors moi c'est la question que je déteste quand je suis de l'autre côté, donc là j'en profite que c'est pas pour moi. Si vous pouviez peut-être avoir un mot de la fin chacun avec une proposition ou un axe qui vous paraîtrait être majeur. Enfin voilà, s'il fallait insister en fonction de vos compétences et de vos domaines respectifs sur un sujet, lequel serait-il? Alors, je ne sais pas dans quelle ordre on va faire. Peut-être on commence par Caroline, qui était la première à prendre la parole. Mais... Oui, moi, ça ne va pas tellement surprendre puisque j'ai déjà commencé à poser le sujet, mais pour nous, ce serait l'Europe. Le niveau suivant, le fait qu'on soit et qu'on ait eu la volonté d'être pionnier sur ce sujet. Pour nous, la marche suivante, c'est le niveau européen. Et en plus, les rendez-vous sont à venir. Donc, avec la présidence française en 2022, on a une belle opportunité. Voilà pour nous. Super. Mais, Alain, peut-être Oui, moi, je vais juste insister sur le fait que on a des produits qui sont de plus en plus utilisables longtemps. J'aime pas parler de durable, mais vraiment dont on va pouvoir utiliser très longtemps. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers des réparateurs, en chercher, ou se tourner vers un fabricant, le contacter et voir avec lui les solutions, mais ne pas jeter d'abord l'éponge, mais se poser la question. Et quand on se pose la question, en général, on fait durer ces produits beaucoup plus longtemps, éventuellement en le faisant soi-même si on est très bricoleur. Donc là, c'est un peu la logique formation du consommateur finalement voilà, et bien penser que à la fois il y a des structures qui mettent à disposition l'aide au consommateur qu'il veut lui-même. Il y a des réparateurs qui sont et la France, on a cette chance.
en France d'avoir beaucoup de réparateurs, même si aujourd'hui on estime toujours qu'il y a un problème d'emploi. Il y en a quand même beaucoup par rapport à d'autres pays. Et puis, il y a un certain nombre de fabricants qui veulent soutenir l'usage des produits, qui seront prêts à vous assister. Donc, voilà, 3 points de contact. Voilà, ne les oubliez pas. OK. Joël, désolé, j'utilise les prénoms pour tout le monde. C'est très Startup Nation comme ça. Non, c'est très bien. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Alain Potrou parce que je trouve que c'est très, très important. C'est vrai qu'on a en France la chance d'avoir un maillage territorial qui est quand même très dense. Alors, malheureusement, il y a quelques régions ou quelques endroits en France où il y a eu une désertification qui est souvent d'ailleurs la conséquence de gens qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas trouvé de successeurs. Ça, c'est un dommage. En fait, de façon générale, on a quand même un joli maillage et ce qu'il faut absolument, c'est le conserver et l'enrichir. Et ce que l'on souhaite, c'est que justement, le fonds réparation aide et surtout ne soit pas, ne fasse pas l'inverse. Voilà. Ok, merci. Donc effectivement, ouais, la question, ça, on le retrouve dans pas mal de domaines, hein, la question de la reprise et de la continuité des métiers. Peut-être, alors, j'imagine un peu dans la droite ligne, Benjamin, mais… Oui, effectivement, ça va être la suite. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie opportunité sur la réparation. Tout est en train il y avait déjà pas mal de choses, mais tout est en train de se mettre en place. Et je pense que le message à faire passer, c'est effectivement de se donner un peu les moyens en achetant responsable auprès de constructeurs qui jouent le jeu avec des produits réparables et qui durent longtemps, de penser local pour tout ce qui est réparation et toujours essayer d'allonger la durée de vie des produits de quelque manière que ce soit. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie possibilité de acheter responsable et de faire durer nos produits le plus longtemps possible. Tout est à disposition et en plus, les pouvoirs publics sont en train de mettre en place de quoi inciter et on le voit, ça marche sur certains produits, donc il n'y a pas de raison que ça marche pour la suite. Donc voilà. Ok, merci. Oui, non, c'est vrai que c'est important de rappeler la dimension aussi sociale. Hein. Enfin, tout ça, c'est de l'emploi, de proximité, du maillage territorial, de l'attractivité aussi pour les territoires. On parle toujours des services publics, mais c'est vrai que les services tout court, c'est aussi important. Bertrand, peut-être, mais… Oui, je vais un peu suivre dans les différents échanges que l'on a. Je pense que en fait la réparation, il faut le voir dans une perspective d'allongement de la durée de vie et de consommation active, raisonnable et pertinente. Donc je pense que c'est un des dispositifs essentiels qu'il faut intégrer et qu'il faut avoir une approche qui associe tout le monde vers cet objectif-là avec une approche assez pragmatique des choses. Et donc moi je conclurai sur le fait que voilà, il faut associer tout le monde et mettre tout le monde dans la boucle pour rendre le système performant. Et ça va être une difficulté parce que on a une impulsion par des changements de comportement et de loi. Maintenant, il faut mettre ça en place de manière raisonnable et pragmatique pour que tout le monde s'y retrouve. Sinon, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup. Ophélie ? Oui, moi j'insisterais sur le fait d'essayer, de dire aux consommateurs, essaye d'allonger la durée de vie de ton appareil, que ce soit en l'emmenant chez un réparateur ou en essayant de le démonter, de changer la pièce toi-même. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut tous qu'on soit responsables et du coup essayer. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais il faut essayer. Oui. Moi, parfois, j'ai essayé et ça a été un peu grave quand même. Moi aussi, j'ai inondé mon appart. Non, mais on finit par y arriver. Et puis, alors ça, on est un peu à côté, mais c'est vrai que moi, le jour où j'ai réussi à changer le machin flottant dans la chasse d'eau, là, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Comme quoi. Et oui, après, voilà, il y a des satisfactions. Il y a le bénéfice environnemental, il y a le fait d'être fier de soi et il y a le bénéfice économique, donc il faut essayer. Ok, merci beaucoup Ophélie. Et puis enfin Jean-Paul. Si je peux juste ajouter un petit voilà, pardon de reprendre la parole au milieu, mais ajouter un commentaire. Jusqu'à aujourd'hui, les industriels eux-mêmes n'aidaient pas énormément les consommateurs à réparer eux-mêmes leurs produits. Il y a eu, et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un article dans la loi AGEC donc de l'année dernière qui va permettre aux industriels de ne plus être forcément responsables de toutes les bêtises que ferait un consommateur s'il répare lui-même. Et ça, c'est un grand mouvement en avant, parce que ça veut dire que les industriels eux-mêmes, les fabricants,
vont aujourd'hui pouvoir commencer à vraiment aider les consommateurs à réparer leurs produits eux-mêmes. Aider de la même façon que Spareka en mettant à disposition des tutos, des guides d'autoréparation. Et ça, c'est un grand pas en avant qui n'est qu'en France aujourd'hui. J'espère qu'il deviendra européen. Mais c'est également un élément qui est assez laissé de côté et pourtant qui va avoir beaucoup d'importance sur l'avenir de l'usage des produits. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est un sacré changement de braquet quand même. Alors oui, je veux dire également pour conclure, je crois qu'il me paraît très important, c'est que l'allongement de la durée de vie des produits, ça fait naître des marchés, aussi de nouveaux marchés. Il y a tout ce qui concerne donc justement l'éco-conception d'abord, et ensuite la réparation, tout ça, etc. Donc il me semble qu'il y a un immense réservoir justement de création d'emplois et de création d'emplois de proximité. Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc on a derrière donc un espoir donc très fort là-dessus, mais il faut que ces filières-là, justement, puissent être en capacité de créer de l'emploi de proximité. Je crois qu'on a une chance à saisir là-dessus. On a beaucoup perdu dans la désindustrialisation. Heureusement, des entreprises comme celle aussi ont su lutter aussi contre ça. Hein, mais là, on a une bataille à gagner, justement, pour recréer de l'emploi et recréer de la proximité aussi donc, en France. Merci beaucoup. Marlene, peut-être le mot de la fin. Et regardez, miraculeusement, on a même tenu même tenu le timing. Mais merci beaucoup. Je vais en profiter pour féliciter déjà les intervenants d'avoir tenu aussi bien le timing malgré la richesse des échanges et les enjeux qui sont quand même très différents. Voilà, on aurait pu faire un webinaire sur l'indice de réparabilité, peut-être qu'on en fera un, mais voilà, ou sur le fonds de réparation, ou sur les différentes formes de réparation, où on n'a pas encore évoqué le sujet de… là, on a vraiment traité le sujet sur le consommateur, comment faire. Mais après, sur les grandes masses, comment collecter, on n'a pas forcément abordé ces questions de la collecte des masses pour ensuite les donner à d'autres structures ou à d'autres personnes. Donc, il y a énormément de sujets et je pense que la conclusion de tout ça, j'ai l'impression que Benjamin le disait bien, c'est tout est en train de se mettre en place, tout est en train de changer avec la loi AGEC, notamment la loi économie circulaire. Il y a beaucoup de nouvelles dispositions et il y a une nouvelle appétence aussi, une nouvelle prise de conscience qui est en train d'émerger avec ce qui s'est passé cette année, avec le confinement et les nouvelles mesures et la volonté aussi de se recentrer sur ce qui est important, sur des choses plus simples aussi. Donc, ça bouge beaucoup et maintenant, il faut effectivement que tous les acteurs que vous êtes et en rajoutant également les pouvoirs publics et le consommateur puissent prendre le pas et mettre en place vraiment de nouvelles filières, la création de ces formations qui se sont un peu perdues. Et puis, on a espoir en tout cas que cette filière se constitue, notamment avec le fonds de réparation. Notamment, pour finir un petit peu sur la note d'actualité avec cette loi climat. Donc, on est justement en train de rediscuter de ces sujets-là, de la réparation. Et on aura probablement de nouvelles mesures concernant la réparation et l'économie circulaire dans les prochains mois. Donc, je vais vraiment vous remercier. On a eu des échanges assez riches et très conviviaux. Et puis, je vais vous souhaiter à tous et à tous les participants qui nous ont suivis nombreux une bonne journée avant d'entamer un bon week-end. Merci beaucoup et vous pourrez retrouver le webinaire en replay. Et effectivement, comme le demandait dans la question, il est enregistré. Donc voilà, il sera disponible en replay. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.